Bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie Un Point un Trait, la librairie de l'ODEV située au 6 bis boulevard de la Liberté. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition ou une rencontre musicale. Aujourd'hui, et en musique, je vous propose de découvrir les carnets de métro écrits par Corinne Yafil, illustrés par Nadia Desrulliers, avec, et dans le rôle du lecteur, Franck, et celui de la musique, Serge. Instant volé, bride de conversation, journaliste entre Montreuil et Bédarieux, collaboratrice de Locaux, Corinne Yafil croque les passagers du métro parisien, et cela, dixit Nadia Charvet, c'est elle qui l'a écrit. Je vous propose de commencer directement, avant d'avoir un petit échange avec l'auteur. Pour l'instant, Franck et Serge, c'est à vous. Couloir de République, 19h30. Une multitude de lignes se croisent dans des enchevêtrements labyrinthiques, souterrains et purs. Descendre, monter, se presser dans des boyaux sans fin. Jouer des coudes pour avancer, ne pas heurter la foule venant d'en face, ne pas marcher trop vite ni trop lentement. L'exercice est pénible. Parfois, un orchestre ou un musicien seul viennent éclaircir l'atmosphère. Et dans un coin sombre, une espèce de fourche entre lignes 5 et 9, une famille syrienne, 2 enfants sur les genoux, montre pour preuve de son obligation de mendier des passeports syriens que personne ne sait lire. Nation, 22h01, ligne 9. Visage défait, maquillage dégoulinant, yeux rouges. La foule qui se presse à cette heure tardive ressemble étrangement à des figurants d'un tournage d'Halloween. Mais Halloween est passé depuis longtemps. Anvers, 23h05, ligne 2. Campé sur ses 2 pieds, ses 2 jambes maigres ancrées dans un jean crasseux, sa grande carcasse montant la garde devant la porte, il nous joue sur plusieurs minutes un ballet de feuilles étonnant, rythmé par le bruit du métro roulant. Une feuille tombe, il se baisse pour la ramasser, et dès qu'il se relève avec dans la main la feuille froissée et à moitié roulée tombée à terre, une autre en profite pour se faire la belle. Le crâne rasé, une bouteille de coca dans la poche arrière, il est étrange, un peu fou, un peu ailleurs, et porte ses feuilles de journaux comme son plus grand trésor, comme son seul lien avec l'humanité. Madeleine, 18h15, ligne 14. Tête penchée sur le côté, telle une madone, elle me regarde à travers ses lunettes noires. Un sourire délicieux éclaire son visage chocolat. Une besace sur les genoux, elle attend sa station, ses yeux s'amusant de ce tohu-bohu autour d'elle. Elle, qui a eu la chance de trouver une place pour s'asseoir. Presque un miracle, à cette heure de la journée où les places assises valent de l'or. Armentier, 18h15, ligne 3. Il est tellement touchant, lui qui cherche du regard à droite et à gauche pour voir si personne n'aurait plus besoin que lui de cette place qui vient enfin de se libérer. Vêtu comme un pâtre grec, une barbe de quelques jours encadre son visage doux et fait ressortir un bonnet fort et noble. L'homme qui l'a interpellé du regard a répondu en hochant négativement de la tête. Alors, cet être rare qui sent si bon les bords de la Méditerranée s'assoit heureux et détendu de n'avoir usurpé personne. Voltaire, 11h50, ligne 9. Bien loin de Voltaire et du siècle des Lumières, elle glousse et minaude en face de son petit ami. À côté d'elle, son voisin essaye de rattraper les heures de sommeil qui lui ont échappé cette nuit. Rentre-t-il du travail à presque midi. Il dort profondément quand la bandoulière de son sac s'échappe de sa main. Il se réveille en sursaut, réajuste son sac sur ses genoux et replonge dans ses songes. Sa barbe noire encadre un visage doux qui sent bon le curry. Temps, 15h15, ligne 3. Tête rasée ou plutôt boule à zéro, petite lunette sur un crâne parsemé de taches de rousseur, moustache imposante sur une bouche en point d'interrogation. Il me jette un regard inquisiteur, comme s'il avait deviné que je le croquais, que je le détaillais, à la recherche de l'entrée idéale pour le portraiturer. En un clic, l'image est capturée, l'impression imprimée dans ma tête. Et le portrait, gravé dans ma mémoire, comme sur la pellicule d'un appareil photo, prend vie
en quelques phrases sur mon petit carnet. Étienne Marcel, 11h08, ligne 4. Guitare en bandoulière, les pieds ancrés dans le sol pour maintenir l'équilibre, il s'appuie contre la porte. Dès qu'elle s'ouvre, il se déplace en sautillant, tout en jouant Maria, fait rentrer le soleil. La musique suave et ensoleillée réveille les passagers. 3 petits enfants sur la banquette de côté rigolent. 3 petits binoclards rigolards. Le guitariste, fut de moustache, du nez carré, joue concentré, les yeux fermés. Après la samba, ses doigts glissent vers la musique classique, douce et chaleureuse. Un concert privé dans un espace clos. Un calme inattendu a envahi ces voyageurs pressés qui tout d'un coup prennent le temps. Le temps de respirer et vite descendre à cité. Stalingrad, 22h30, ligne 7. La nuit, les visages sont fatigués. L'ambiance est à la limite de la saturation. Une agressivité palpable remplit la rue. Un voyageur petit et sans âge, les yeux injectés de sang, les mains s'agrippant à la barre centrale et l'autre faisant des moulinets dans l'air, invective un géant au visage d'une douceur rassurante. L'homme toise le petit roquet, sans aucune intention de rentrer dans son jeu ni de le frapper. Le drogué agressif insiste, provoque, continue l'agacement jusqu'à ce que le géant, de toute sa majesté de prince de Nubie, se lasse, lui jette un dernier regard et descend à Jacques Bonsergent pour remonter quelques mètres plus loin, dans un autre wagon. À sa suite, ils sont nombreux à fuir l'homme aux yeux injectés de sang, prêt à tout pour pouvoir exister. Gare du Nord, 15h23, ligne 5. Elle pénètre dans le wagon, serrant ses couvertures et sa couette contre elle. Mitouflé dans un manteau sans âge, un bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles, le visage fatigué, le regard mort, elle n'est qu'en transit et descend à Stalingrad. Strasbourg-Saint-Denis, 15h25, ligne 4. Il me sourit cet homme en tenue mi-habillé, mi-sport, une canette de fortifiant à la main pour tenir le coup. Il me sourit et ça me fait du bien. Moi qui suis si terne ce matin. Si terne que les néons du plafond en sont presque jaloux. Il descend à Étienne Marcel sans un regard. Dommage. Robespierre, 5h32, premier métro. Ils sont des dizaines sur le quai à attendre le premier métro, les traits fatigués déjà, et pourtant le sourire aux lèvres. Certains se font des signes, se reconnaissent. Tous les jours, le même premier métro, toujours à 5h32. Quand le train arrive, moi qui l'imaginais vide, il est plein, aussi plein qu'un jour de grève. Une marée noire de peau se presse à l'intérieur. Il faut jouer des coudes pour pouvoir montrer dans ce train des invisibles. Ils partent travailler quand la ville dort encore d'un sommeil profond. Bonne nouvelle, 9h07, ligne 8. Une femme monte, elle sent merveilleusement bon. Elle s'assoit à côté de moi. Sur le quai, les publicités s'affichent dans des cadres en céramique qui donnent à la station un air de musée. La femme au parfum range son portable et sort sa tablette pour consulter ses mails. Elle reprend son portable pour vérifier quelque chose, puis replonge dans sa tablette. Sans un seul regard sur le monde qui l'entoure. Rue du Bac, 10h30, ligne 12. Ils sont assis côte à côte, ne se connaissent pas, mais tous deux planchent assidûment sur des mots fléchis. En trop de draps chameaux pour elle, le mari pour lui. Visiblement du même âge, de la même catégorie sociale, ils ne savent sûrement pas qu'ils font tous les deux la même chose au même moment. Le hasard est-il si à ce point étrange qu'il pousserait jusqu'à les faire se concentrer sur le même journal et sur la même grille? Et alors, de Bénarieux à la station Montreuil, avec un changement à l'Odef, comment se passe en fait le voyage? Il y a des allers-retours, alors c'est toujours drôle, parce qu'à chaque fois que je me retrouve dans le métro, je me dis, mais il y a autant de gens dans le métropolitain qu'il y a de pierres sur le Causse à Bénarieux. Et à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de faire cette similitude où il n'y a personne sur le Causse, il y a des pierres partout, et dans le métro, il n'y a pas de pierres, mais il y a des gens partout. Et ce qui est très étonnant, plus je fais des allers-retours, plus je me dis, mais c'est quand même merveilleux que ça se passe aussi bien, avec ces millions de gens qui sont dans ce métro, qui sont dans des espaces clos, et ça se passe quand même merveilleusement bien, même s'il y a des invectives, même s'il y a parfois de l'agressivité.
je suis quand même étonnée que ça se passe aussi bien. Et pour faire le lien entre les deux, comment justement capter les gens d'ici en parlant de là-bas? Parce que sociologiquement, c'est très important. Enfin, c'est très intéressant de voir. Ici, les gens ont l'habitude de vivre dans des grands espaces et d'être rarement confrontés à beaucoup de gens. Et la différence ici, je trouve que c'est très intéressant cette comparaison entre la solitude et la convivialité ici qui est complètement différente de là-bas où on croise des gens qu'on ne connaît pas. Et des fois, il se passe des choses incroyables. Des fois, on passe à côté de gens, il ne se passe rien. Et des fois, à l'intérieur de ce wagon, il se passe des échanges, des rires, des conversations comme ça inopinées qui se passent entre les gens. Et voilà, je trouve ça intéressant. Je trouve que sociologiquement, c'est intéressant de connaître ces mondes différents. Justement, en parlant de sociologie, l'image de notre société que l'on voit ici dans vos textes à travers le métro, ou au bord du Salagou, en fait, les ressentis sont les mêmes. Quelle est votre écriture, en fait, justement, pour rassembler, en fait, gens épars? Je ne sais pas si je comprends très bien, en fait. C'est vrai que dans le métro, vu que c'est très rapide, que les rythmes sont très rapides, on a envie d'une écriture très rapide, forcément. Ici, on prend beaucoup plus son temps. Ici, il y a la lumière, il y a plein de choses qu'il n'y a pas dans le métro, donc on n'écrit pas pareil, forcément. Et justement, pour faire le pont, le lien entre les deux, est-ce que, justement, cette écriture très rapide, ça permet de présenter ou de montrer ce qui se passe ailleurs en présentant un ouvrage tel que ce recueil? Oui, je trouve ça intéressant, c'est un peu comme si on était dans un monde différent. Alors j'ai juste envie de m'amuser une dernière fois par une dernière question. Nous sommes boulevard de la Liberté, juste à côté, rue Voltaire. Évidemment, il y a une station, Voltaire. Voltaire, oui. Comment faire l'écho entre les deux? Tout à l'heure, Franck a lu, me semble-t-il, oui, la station Voltaire, bien loin du siècle des Lumières. Est-ce qu'on s'y rapproche ici? Je ne sais pas parce que je ne connais pas la rue Voltaire, donc c'est un peu difficile. Mais je pense que je ferai des carnets sur l'ODEV, j'écrirai pas du tout pareil, forcément. Il n'y a pas du tout cette espèce de presse qu'il y a sans arrêt dans le métro. Même si par moments, effectivement, la station est très calme, même si tout d'un coup, le wagon, il y a juste 10 personnes et qu'on a une impression de calme extraordinaire, on n'est pas du tout dans la même énergie. D'ailleurs, je pense que les gens de l'ODEV ou de Bédarieux adorent venir à Paris. Ils disent tous « jamais j'y vivrai », mais ils adorent venir à Paris. Public nombreux, public chéri, mon amour, voilà, merci d'être venu pour cette première lecture en librairie. Merci à la librairie de l'ODEV de nous avoir accueillis. Alors, merci Corinne Yaffil pour ces réponses, ces questions et cet enthousiasme. Merci à Franck pour la lecture. Merci à Serge pour la musique. Et merci à Radio Lodève pour l'enregistrement de ces rencontres et tout particulièrement aujourd'hui de cette rencontre un petit peu différente que d'habitude. Vous pouvez retrouver cette rencontre sur le site de la librairie www.1.1trait.fr ainsi que les précédentes.